Je suis Annie Lambert-Milon, je suis chef du bureau DSC2, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la direction des sports, à la sous-direction emploi-formation, le bureau qui met en œuvre les formations qui sont créées par le bureau DSC1 et qui s'occupe donc de l'aspect mise en œuvre dans les directions régionales comme dans les services publics de formation, les établissements comme le NV ou les CREPS. Mon propos il va être beaucoup plus terre-à-terre et institutionnel. Ça va être moins pétillant, je pense, que ce que vous avez eu jusque maintenant. On va prendre ça de façon récréative. On m'a demandé d'intervenir sur l'accompagnement dans les formations. Je me suis bien interrogée sur ce que je pouvais vous apporter et je me suis dit que ce qui était le plus intéressant, me semble-t-il, par rapport à l'époque où on est actuellement, c'est de faire un zoom assez rapide sur tout ce qui est de l'ordre de formation, formation professionnelle, formation JS. Ah, vous l'avez trouvé en plus, c'est fantastique. Il est superbe. Formation JS, et merci. Et sur surtout les enjeux qu'on a en train de vivre actuellement dans la formation professionnelle et dans les formations jeunesse et sport. Donc, en fait, c'est un petit peu de l'environnemental que je vais vous faire. C'est pourquoi on se met à accompagner, à Tire-Larigot dans les formations, en gros. C'est pas par hasard, ça n'est pas... Voilà, après, on lui donne du sens, on construit, il y a des gestes professionnels derrière, mais il y a quand même un contexte institutionnel qui pousse à l'accompagnement de façon générale. Et puis, comment on rebondit et on risque de rebondir dans l'avenir. C'est ça de façon intergalactique, puisque j'ai pas beaucoup de temps et que quand même, je sais pas une thèse. Bon, alors, d'abord, qu'est-ce que l'accompagnement dans les formations? Alors, ça va être, je vous dis, très prosaïque par rapport à tout ce que vous avez vu. L'accompagnement dans les formations, il est vu de façon essentielle comme un processus de l'aide au choix. C'est pas plus compliqué que ça. C'est quand on se dit un apprenant, quand il s'engage dans un parcours de formation, il doit choisir déjà quel est son parcours, quelle formation. Et à l'intérieur de cette formation, il faut qu'il choisisse sur des moments d'apprentissage. Il faut qu'il ait une possibilité d'intervention sur ces moments d'apprentissage. Donc, je vais trouver ma place. Je vais y arriver. Voilà. Cette histoire de processus d'aide au choix, elle permet de positionner deux individus, l'accompagnateur, qui est au centre de l'activité d'accompagnement, l'accompagné, pardon, qui est au centre de l'activité d'accompagnement, et puis l'accompagnateur, qui est normalement un facilitateur, mais aussi un garant. Ça a été abordé de façon autre dans les deux propos que j'ai entendus, mais c'est effectivement, il a à garantir une qualité à la sortie et des conditions de sécurité de l'apprentissage. Bon, je passe rapidement sur l'histoire que les modalités d'accompagnement sont variables. Ils sont variables en fonction du public, ils sont variables en fonction des apprentissages, des moments d'apprentissage aussi, et puis des modes de formation. Qu'on soit en présentiel ou en formation à distance, qu'on soit sur des gros groupes ou pas, qu'on soit sur le début de la formation ou non, ce n'est pas le même type d'accompagnement qu'on va mettre en œuvre. Là, c'est là que ça devient plus institutionnel. L'accompagnement, il n'est pas actuellement... en fait, l'accompagnement dans les formations, il est réellement mis en avant, et institutionnellement, j'entends, dans les années 2000. Et ce n'est pas par hasard. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de mutation économique. Parce qu'il y a une nécessité de s'adapter à longueur de temps. Il y a une forte pression des entreprises, de façon générale, pour que l'adaptation soit immédiate, constante, et qu'il y ait de moins en moins de temps entre le moment où on fait un constat et le moment où on répond à ce constat. Ce n'est pas par hasard non plus que cette pression s'est exercée particulièrement sur les régions, puisque ce sont les opérateurs
qui ont la compétence de formation professionnelle, mais aussi la compétence de développement économique. Donc ils sont juste au croisement, les conseils régionaux, les régions sont juste au croisement de ces deux obligations qui nécessitent une adaptation absolument constante. Bon. La formation étant une réponse à cette adaptation. Et puis, ce n'est pas par hasard non plus que dans la formation professionnelle tout au long de la vie, la FPTLV, on a retenu un certain nombre de principes qui tournent autour de la compétitivité. Hein, comment faire en sorte d'être plus compétitif, comment monter en compétences. Hein, ce n'est pas pour être les meilleurs, les plus beaux, les plus intelligents, non, c'est parce qu'on a besoin de produire, en gros. Et comment on peut être plus réactif et anticiper les situations dans lesquelles on va se retrouver. Les situations collectives, là, pour le coup. Et c'est donc aussi la raison pour laquelle, dans la formation professionnelle, on se retrouve, notamment, c'est quelques exemples, mais c'est pas tous, il faudrait les prendre un par un, et je suis sûre qu'on aurait à chaque fois à peu près le même type de réponse. On a, par exemple, en entreprise, on va développer la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, hein, la GPEC, la fameuse GPEC, que même l'administration développe d'ailleurs. On va développer la GPEC parce que cette GPEC, elle va permettre de cerner et les besoins et de gérer les compétences à l'intérieur de l'entreprise. C'est productiviste hein, comme entrée. Puis pour le salarié, on a besoin, on parle beaucoup et énormément de sécurisation des parcours professionnels. Donc je vous ai cité les différents dispositifs qui tournent actuellement, qui vont changer d'ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'on responsabilise le salarié dans la gestion de ses compétences et on veut aider les salariés les moins qualifiés. Bon, alors il y a l'aspect très social, très socioculturel, éventuellement très éducation populaire dans notre ministère de dimension. On va prendre l'individu, on va le monter sur un niveau de compétence supérieure et puis ça va lui permettre de progresser, certes, mais surtout ce qu'on veut, c'est que ces salariés ils puissent réagir vite, s'adapter très rapidement, monter en compétences pour que l'entreprise elle soit pérenne déjà, elle survive et qu'elle se développe. Hein, c'est une situation générale. Donc les formations jeunesse et sport, elles s'inscrivent totalement dans le contexte de la formation professionnelle, puisque de toute façon, notre réforme de dispositif de formation, il est basé justement sur l'idée qu'on devait rentrer de plein pied dans la formation professionnelle. Donc on y est à plein. On est dans la notion d'acquisition de compétences, on a développé dans nos formations la notion de transversalité, on a parlé d'unité capitalisable, on a inventé des UC complémentaires, des certificats de spécialisation qui permettent d'ouvrir l'éventail des compétences sur un même niveau. On a travaillé sur des transversalités entre diplômes, entre spécialités et entre mentions même. Et on a travaillé sur un certain nombre de passerelles, d'équivalences qui permettent d'accélérer les parcours de formation jusqu'à la diplomation. On est complètement dedans, à 100%. On intègre tous les concepts de cette formation professionnelle. On parle de positionnement, on parle de plan individuel de formation, de parcours individualisé, de VAE, de tutorat, enfin, d'accompagnement dans toutes les formes qu'on peut décliner. On est tout à fait dans la note ambiante générale. Hein, pour ça, il n'y a pas de spécialité JS là-dedans. Mais l'accompagnement dans les formations, d'abord, ça c'est la première partie, est inscrit, comme je viens de l'esquisser rapidement, véritablement dans la formation professionnelle au sens général et global. Très rapidement. Il a toujours existé, hein, enfin, il y a toujours eu cet aspect compagnonnage, etc. Je ne vous ferai pas l'histoire. Ça a toujours existé, mais ce n'était pas ancré, institutionnalisé de la même façon.
On m'a demandé de faire un discours institutionnel. Je suis vraiment dans l'institution jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vous dis, dans les textes et dans les organisations en général, c'est vraiment autour des années 2000. On a une fonction qui émerge sous l'effet d'une évolution qui est profonde, en besoin de formation. Vous les connaissez, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a d'abord la notion de formation collective qui a fait son temps, pour des raisons d'efficacité pédagogique, bon, ok, mais aussi parce qu'on a des développements technologiques qui nous permettent de s'organiser différemment dans la réponse formation, mais aussi, surtout, pour maîtriser les coûts. Il y a une raison économique, quand même. À partir du moment où on propose des formations qui sont moins lourdes en temps en présentiel, en collectif, et qu'on arrive à faire jouer une technologie qui permet de faire coûter moins cher, elles sont plus intéressantes, d'office, celles-là. On a aussi une deuxième pression sur le changement autour de la formation. Cette pression, elle s'exerce, mais aussi pour des histoires économiques. Parce que d'une part, le secteur se professionnalise, certes, donc on a de plus en plus on a affaire des professionnels, plus la demande de ces professionnels sur des produits de formation est précise, experte et pointue, hein, et plus on est obligé, pour des raisons d'organisation générale et de coûts financiers de la prestation, de trouver des modalités de réponse souples. Donc on déconstruit la classique réponse de la formation collective. Et puis, on a un paysage éducatif qui se complexifie. Je ne parlerai pas, ou je ne parlerai seulement que du secteur sport. Quand vous regardez du côté des certifications sportives, le nombre de certifications qui existent pour exercer les mêmes prérogatives, le paysage qui se dresse devant celui qui arrive dans ce système de formation et à qui on propose du CQP, du titre à finalité professionnelle, du diplôme, avec des UCC, des CES dans tous les sens, sans parler des formations STAPS, sans parler des formations fédérales, sans parler... C'est un petit peu difficile à s'y retrouver. Donc la notion de complexité dans le système de formation, elle nécessite d'office un accompagnement, ne serait-ce que pour le choix de la trajectoire de formation qu'on veut exercer. Bon. Ça, c'est le cadre général. Dans la formation professionnelle tout au long de la vie, dans le livre 6 du Code du travail, vous avez, et je vous laisserai le lire, vous avez des engagements qui impliquent l'obligation de la nation à permettre à chacun d'acquérir et d'acquérir de nouvelles connaissances et d'actualiser ses connaissances et ses compétences. L'objectif, c'est d'atteindre au moins au cours de sa vie professionnelle un niveau supérieur au niveau dans lequel on était entré au démarrage de cette formation. C'est pas anodin si je parle ici alors qu'on parle accompagnement, parce que ça veut dire forcément qu'il y a un système de parcours de formation tout au long de la vie, avec une notion de sécurisation des parcours de formation tout au long de la vie, qui se met en place et qui fait naître forcément l'organisation de l'accompagnement dans ce parcours-là à toutes les étapes. Accompagnement par rapport à l'orientation, quel parcours, accompagnement par rapport à tout ce qui est choix de formation, choix d'opérateur de cette formation, choix ou recherche de financement, positionnement dans la formation, organisation des apprentissages dans cette formation. Le système actuel de la formation professionnelle oblige à l'accompagnement, à développer la fonction d'accompagnateur. Alors
on a des accompagnateurs avec des compétences différentes et institutionnellement portées par différentes personnes. Mais il y a en négatif, je dirais en creux, plutôt que négatif, en creux de l'organisation de la formation professionnelle d'aujourd'hui, on a obligatoirement la notion d'accompagnement. Puis elle est même explicitement dite dans cet article-là, où on parle d'orientation professionnelle et où le mot d'accompagnement, là pour le coup, est vraiment donné. Donc, premier éclairage, on est dans un système de formation professionnelle, et ce système de formation professionnelle, il oblige à l'accompagnement. À différents moments, mais il l'oblige. Deuxième partie, dans notre champ à nous, jeunesse et sport, dans nos formations professionnelles JS. Je dirais que l'accompagnement, il est intrinsèquement inscrit dans notre culture. Bon, on a un ministère éducatif qui a toujours travaillé sur l'accompagnement des acteurs, l'accompagnement de l'individu, la progression de cet individu, notion d'éducation populaire, le milieu associatif, voilà, vous connaissez. Donc, culturellement, la notion d'accompagnement de l'individu ou du collectif est inscrite dans les gènes de jeunesse et sport, je dirais. Donc, c'est quelque chose qui nous est pas étranger. Qu'on en ait les compétences après et qu'on fasse bien, c'est autre chose. CF, ce qui s'est passé plus haut, mais dans la volonté d'accompagner et de marcher avec et de faire avancer, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui nous est acquis, je dirais. On a inscrit aussi dans notre culture cette notion de parcours de formation, de parcours des individus. J'ai pris de récents exemples sur tout ce qui était accompagnement des contrats aidés, le parcours animation sport pour ceux qui l'ont connu, tout ce qui se passe autour des emplois d'avenir. L'idée, c'est qu'il n'y a pas même quand on permet d'accéder à un contrat de travail du style contrat d'avenir, l'idée, c'est vraiment de pouvoir j'arriverai pas à, voilà. L'idée, c'est de pouvoir construire un parcours qui va permettre à la personne qui rentre dans son contrat de sortir avec une compétence supérieure, voire un diplôme, si possible un diplôme, mais pas que, et une compétence qui lui permettra d'avancer et de s'insérer plus facilement dans le milieu professionnel dans lequel il agit. L'accompagnement dans notre culture est inscrit aussi par le fait qu'on travaille assez systématiquement en partenariat avec un certain nombre d'acteurs et que ces acteurs, ne serait-ce qu'au niveau de la formation, par exemple les organismes de formation, il y a un gros travail qui a existé, qui existe peut-être moins, et ça c'est un vrai souci, autour de l'accompagnement de ces acteurs-là. Il y a un certain nombre, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont connu, le passage BE-BP, pour faire vite, où il y a eu toute une série d'organisations de formation, la mise en place d'espèces de tutorat de la part de l'État pour accompagner le changement de culture, de passage d'acquisition de connaissances à une acquisition de compétences. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est relativement aussi dans les gènes du ministère. On a développé d'autres formes d'accompagnement. Je cite là les livrets référentiels, mais on peut aussi, il y a la formation des tuteurs, il y a la formation pour des coordonnateurs de nos formations. Je crois que c'est ici, par exemple, il y en a qui se déroulent, et il me semble même que c'est vous qui les portez.
La formation des jurys, bon voilà, l'idée c'est pas la formation pour la formation, c'est de permettre aux personnes qui sont dans ces regroupements de bien prendre la posture qui est attendue d'elles dans ce qu'elles ont à faire en tant que jury, en tant que tuteur, en tant qu'organisme de formation. Hein. Bon, il s'agit bien d'une forme d'accompagnement aussi. L'accompagnement est aussi fondamentalement inscrit dans nos diplômes, dans notre système de formation. Puisque on a construit nos formations avec une notion de parcours progressif hein, dans les diplômes, qu'il s'agisse des 5, 4, 3 ou 2, des niveaux 5, 4, 3 ou 2. On a un parcours progressif où, classiquement, on intègre ce parcours, cette formation avec un certain nombre de prérequis qu'il faut avoir. Là aussi, il y a des stratégies d'accompagnement, de mise en œuvre pour que par des préqualifications, on puisse avoir ces prérequis. Hein. C'est ce qu'on trouve notamment autour des emplois aidés, mais pas que. On a nos exigences préalables, le SAS des exigences préalables, on a le SAS des EPMSP, on a le SAS des certifications, avec tout ça dans un contexte où on travaille sur l'alternance et on a notre fameux tuteur, voire maître d'apprentissage quand on est dans un système d'apprentissage, qui est comment le maître dans l'aspect compagnonnage peut-être dans ce sens-là, le maître de la chose professionnelle sur le terrain d'alternance. Hein. C'est le référent, c'est le responsable, c'est l'accompagnateur désigné par l'organisme de formation et la structure pour suivre le stagiaire. Bon, on a aussi un système systématique, systématique c'est normal, de positionnement du candidat quand il arrive dans une formation, afin de lui faire, de lui prescrire un parcours individualisé de formation et de lui permettre d'avoir une trajectoire qui est totalement adaptée en fonction de ce qu'il a déjà comme compétences par rapport à ce qu'il doit acquérir pour arriver à la fin de la certification. Enfin, on a le système de la VAE qui intègre directement et systématiquement une proposition d'accompagnement du candidat, qu'il n'est pas obligé d'accepter, certes, mais avec un produit accompagnateur dans la démarche de VAE, qui est un produit JS qui est, j'allais dire, marque déposée, mais pratiquement, quoi. Bon. Je finirai ce passage-là en disant que l'accompagnement, il est même inscrit dans nos diplômes même. Hein. Il est inscrit notamment dans les DES. Il est inscrit dans toutes les formations qui tournent autour du coaching. Il est inscrit aussi dans certains diplômes de l'INSEP, comme l'executive master qu'ils ont mis en place, qui est accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau. L'accompagnement, c'est quelque chose qui est incontournable dans notre système de formation. Alors demain, et ça va être assez rapide parce que c'est plutôt les menaces, c'est plutôt les menaces par rapport à l'accompagnement. En tout cas, ce qui va nous re-questionner institutionnellement sur la place de l'accompagnement dans notre système de formation. Premier questionnement, c'est autour du projet de loi de la formation professionnelle à l'emploi et à la démocratie locale. Là, elle a été présentée au Conseil des ministres la semaine dernière, me semble-t-il, le projet de loi. Il a été un petit peu mouliné entre les différents cabinets. Et il va commencer sa tournée auprès des parlementaires. La volonté, c'est d'organiser encore plus fortement la répartition des rôles de chacun des acteurs et de conforter
la notion de parcours sécurisé tout au long de la vie et de rôle des régions dans la gouvernance de ces parcours et des réponses formation. Il est clair que dans ce type de fonctionnement, notamment parce que on va supprimer le DIF, hein, et on aura à la place un compte personnel de formation. Cette notion de compte personnel de formation, ça va beaucoup changer la donne par rapport à la trajectoire de l'individu. En gros, le DIF, il était lié à un individu dans une structure. L'individu quittait la structure. Le DIF, s'il ne l'avait pas utilisé, il tombait. Là, le compte personnel de formation va être lié à l'individu qui, même s'il quitte la structure, ou lorsqu'il est dans des sites, enfin il peut y rester, hein, il n'est pas obligé de la quitter non plus, mais il peut l'utiliser dans la structure, il peut l'utiliser quand il sort de cette structure, il pourra l'utiliser aussi mais quand il est chômeur, ce qui n'était pas le cas du DIF. Donc ça va demander une structuration de l'accompagnement de l'individu dans sa trajectoire de formation et d'acquisition de compétences, voire de reconversion, qui va être largement accrue. C'est la raison pour laquelle il y a un gros travail dans cette loi, dans ce projet de loi, autour de l'orientation. J'arrive. De l'orientation. Il y a aussi un gros travail autour, justement, de l'accompagnement de l'individu dans son organisation du DIF. Alors, l'intérêt du DIF, entre parenthèses en plus, c'est qu'il peut être complété d'un certain nombre de cofinancements. C'est-à-dire, j'ai mon DIF, et puis le conseil régional, parce que je vais aller à chercher une formation qui l'intéresse par rapport à son développement local, va mettre de l'argent en plus, ou bien c'est le Pôle emploi, ou bien c'est les OPCA. Ça pourra drainer des financements complémentaires, ce que ne pouvait pas faire le DIF. Puisque c'était que sur des formations qui portaient sur le nombre d'heures, je crois que c'était 120 heures à l'époque, enfin encore maintenant d'ailleurs, 120 heures à utiliser. Alors, ce qui nous emmenait sur des formations courtes, alors qu'avec le compte personnel, on aura la possibilité d'ouvrir à des formations plus longues et qualifiantes. C'est plafonné, mais pas de la même façon, en fait. Hein. C'est plafonné, ça sera un peu plus important. Je crois que c'était 120 heures, ça sera 150 heures. C'était 6 ans, ça sera 9 ans, je pense, de cumul, hein, de possibilités. Mais surtout, ça pourrait être utilisé en dehors de la structure. Et ça ne pourrait être déclenché par l'individu, utilisé en dehors de la structure qui lui a permis de cumuler. Donc on l'embarque avec soi, il nous suit, et complété par d'autres financements. Et ça, c'est essentiel pour construire des parcours un petit peu plus... Mais vous imaginez bien que là, pour le coup, l'individu qui sera sur sa trajectoire perso, il a besoin d'accompagnement pour la construction de son parcours, encore plus, je dirais. Il faut qu'on arrive à trouver un endroit où il trouve cet accompagnement à partir du moment où c'est pas dans la structure, ça sera pas schématisé par rapport à il trouvera pas l'accompagnement dans sa structure ou auprès du Pôle emploi. Il faudra qu'il trouve un accompagnateur qui lui permette de voir l'ensemble des possibles par rapport à sa trajectoire et par rapport à son objet. La deuxième menace, entre guillemets, sur l'accompagnement pour les formations à jeunesse et sport, en tout cas, c'est les effets de la MAP, donc la modernisation de l'action publique. Pourquoi ? Parce que la MAP, c'est la suite de la RGPP. Hein, c'est le même mécanique. Hein. Ça ne fonctionne pas de la même façon, ça ne s'organise pas de la même façon, mais c'est exactement la même mécanique. En gros, c'est comment pouvoir faire plus, mieux, avec moins d'argent, moins d'hommes. Donc, ça veut dire que là aussi, ça nous oblige à travailler sur la gestion de notre compétence, hein, de nos compétences, mais ça oblige aussi à faire des choix sur les priorités que l'État doit assumer. Et l'accompagnement,
s'il n'est pas intrinsèquement obligatoire dans le parcours des formations professionnelles, là, donc on peut être assuré un peu plus par rapport à la loi, le projet de loi en cours. L'accompagnement, c'est comme un des intervenants avant nous disait, c'est invisible, tout le travail des apprentissages. L'accompagnement, il n'est pas très visible non plus, quoi. Enfin, c'est pas une donnée qui est facilement visible, palpable, quantifiable, et pour laquelle on arrive à donner. En gros, on sait qu'un accompagnement qui fonctionne bien, ça procure moins de problèmes. On sait surtout quand ça n'a pas fonctionné, parce qu'on a plus de problèmes, quoi. En gros, c'est plutôt en négatif. Plus on a de problèmes, plus il y a de risques que l'accompagnement n'ait pas bien été fait. Pardon. Mais c'est très difficile à évaluer, là pour le coup, en termes de politique publique, les effets de l'accompagnement. Le sous ou la personne qu'on met sur un accompagnement, quel qu'il soit, à quelque niveau, qu'est-ce que ça rapporte à l'État et à l'usager en termes de qualité, c'est très difficile à démontrer. Donc ça, c'est vrai que cet objectif d'accompagnement général, y compris dans nos propres formations, c'est quelque chose sur lequel il faut se poser des questions et essayer de l'intégrer de la façon la plus économique possible, je dirais, là pour le coup, mais la plus efficace aussi. Et puis le troisième éclairage, là, ce qui va nous obliger à nous interroger sur l'ensemble de notre dispositif, mais aussi, certes, mais sur l'accompagnement, c'est l'évaluation des politiques publiques qui est en train d'être menée actuellement sur notre système de formation. Et justement, quand on regarde notre système de formation comme il est au jour d'aujourd'hui, avec BAPAT, BP, DE, DES, mais pas tout seul, hein, peu de spécialités finalement, mais beaucoup de mentions. Hein, donc pour être simple, on dit DE, 2 spécialités. Enfin, 3, parce qu'il y en a 2 pour le coup, c'est du côté socio-éducatif et culturel, et une du côté sport. Ouais, une du côté sport, 80 mentions. 80 mentions. Donc 80 mentions avec des organisations, des thèmes qui ne sont pas les mêmes, des organisations pédagogiques qui ne sont pas les mêmes, des certifications qui ne sont pas les mêmes. Bon, voilà. Donc en organisation générale de l'activité de l'État par rapport à la certification, par exemple, par rapport à l'habilitation, c'est un peu démesuré. Si on regarde au prorata les personnes, le temps, l'énergie et le nombre de diplômés qu'on a. Parce que mine de rien, on n'a quand même que 18 000, 19 000 diplômés par an. Hein, voilà. C'est pas énorme, c'est largement suffisant pour ce que font les directions régionales, mais apparemment ça a l'air de convenir et de suffire aux besoins du secteur. Mais quand même, quand on voit la complexité pour produire ces 19 000 diplômés, alors que dans d'autres ministères, on a 10 diplômes maximum et on a 10 fois plus de diplômés, il n'est pas innocent et pas incongru de se poser la question de est-ce que c'est pas un peu compliqué nos diplômes au jour d'aujourd'hui par rapport à ce dont on a besoin et ce qu'il faut qu'on fasse pour pourvoir le secteur et sortir des diplômés compétents. Voilà. Voilà, c'était beaucoup plus prosaïque. En tout cas, merci de votre attention.